Bonjour. Nous avons touché dans une précédente communication la question extrêmement délicate sur le plan épistémologique de la possibilité pour un facteur d'exister en dehors de tout contexte. Le cas Gauquelin est emblématique à ce sujet. Certains disaient dans les années 50, à propos des travaux de Gauquelin et à propos des statistiques en général, que ça n'avait pas de sens parce que, effectivement, on mettait ensemble des gens qui avaient le même point commun, mais qui par ailleurs différaient considérablement. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune chance qu'il y ait une dominante qui vienne s'imposer. Les travaux de Gauquelin, le point essentiel des travaux de Gauquelin, c'est ce point-là. C'est-à-dire, oui, il est possible pour l'astrologie de dégager des dominantes. Le mot dominant, je ne l'emploie pas dans le sens des astrologues qui parlent d'une planète dominante dans le thème. Je l'emploie dans un sens plus large. Dominante, c'est-à-dire un facteur qui est central, qui est l'élément majeur, et à la limite même pas, qui est un élément qui existe. Maintenant, qu'il soit majeur ou pas, on s'en fout. À la limite, quelqu'un peut par exemple avoir une activité, et puis d'autres activités à côté. Ce qui nous intéresse, c'est une activité X. Cette activité-là nous intéresse. Donc je prends chez cette personne cette activité-là qui m'intéresse, et je me moque complètement de l'existence d'autres activités par ailleurs. Donc là, on n'est pas du tout en train de décrire une personnalité dans sa totalité, bien évidemment. Les travaux de Gauquelin sont aux antipodes de cela. Ce qui est intéressant parce que Gauquelin a une formation de psychologue, mais il ne s'agit pas là, il n'est pas dans une sorte de psychologie individuelle. Il est là dans une psychologie catégorielle, typologique, une sorte de caractérologie. Donc effectivement, les martiens, au sens de Gauquelin, voilà, on les reconnaît par tel et tel facteur, tel et tel comportement, telle et telle profession. Ça n'épuise en aucune façon ce qu'ils sont par ailleurs. Voyez-vous ? Alors ça, c'est ce que j'appelle la déclinaison. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement, à partir de cet élément martien, décliner, contextualiser, etc. Mais ça n'empêche pas que le facteur, il est bien là. Et il est bien repérable astrologiquement. C'est là que la multifactorialité doit être maîtrisée. Cette multifactorialité n'est pas un prétexte, ne doit pas être une excuse pour ne pas utiliser des notions simples que l'on peut vérifier statistiquement. Elle vient en aval, elle vient ensuite, dans un deuxième temps. Donc, je dis qu'en 1955, mais c'était vrai aussi dans toute l'école statistique française, c'était vrai déjà chez Chouinard, le politicien Chouinard Flambard, à la fin du 19e siècle, que ces résultats n'aient pas été concluants ou aient pu être remis en question par Gauquelin, peut-être, mais le principe était déjà posé. Donc, l'école française d'astrologie, c'est une école qui est marquée par deux grands axes, l'astrologie mondiale et l'astrologie statistique. L'astropsychologie n'est pas quelque chose qui est remarquable dans l'école française d'astrologie. Et on le laisse. Et notamment l'astrologie karmique n'a rien à voir avec l'école française d'astrologie. Ça vient des États-Unis, etc. Donc il y a quand même des sensibilités, des ancrages qui sont marquants. Et je ne me priverai pas de dire qu'effectivement, de ce point de vue-là, la France est particulièrement bien placée pour être le fer de lance de la recherche astrologique dans le monde. Parce que les autres formes d'astrologie, les autres approches d'astrologie, elles ne sont pas très sérieuses par rapport à ça. Donc c'est bien en France qu'il se passe des choses vraiment très importantes. Et il est dommage que, justement, des éléments extérieurs soient venus interférer. Je pense par exemple que Rudyard n'a rien à voir avec l'astrologie française. Et d'ailleurs, il a été formé essentiellement aux États-Unis, même s'il est né en France. Donc,
l'arrivée à partir des années 80 de cette astrologie anglo-saxonne n'est certainement pas une bonne chose. Quant à l'Allemagne, elle apporte aussi des choses intéressantes au niveau notamment de ce qu'on appelle le Neun-Sync-Grad système, c'est-à-dire le fait de pouvoir simplifier un petit peu le système astrologique en considérant que des planètes qui sont en carré ou en opposition sont conjointes, puisqu'elles sont dans les signes cardinaux ou dans les signes fixes ou dans les signes mutables. Ça, c'est un apport intéressant jusqu'à un certain point. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais enfin, chaque école astrologique a des éléments qui lui sont spécifiques. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que Gauquelin ait été, et même Barbeau, ait été important en dehors de la France. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Donc, moi, je me sens totalement en phase avec l'école d'astrologie française. Je pense que je la représente de manière assez remarquable en ce début du XXIe siècle. Donc, toute la question, sur le plan de l'astrologie mondiale, puisqu'on a vu que sur le plan de l'astrologie psychologique, psychosociologique, Gauquelin avait montré la voie, et qu'il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre à voir, si ce n'est que nous avons aussi besoin de recourir à d'autres disciplines qui ont la même démarche. Le fait, par exemple, de dire qu'il y a des hommes et des femmes, ça me paraît fondamental, à condition que les psychologues, que les sociologues soient capables de nous donner des définitions cohérentes et satisfaisantes. Et qu'ils ne disent pas, oui, mais ça dépend des cas. Encore une fois. Voyez-vous, donc il y a une épistémologie catégorielle qui est propre à l'astrologie, mais que l'on peut exporter vers d'autres disciplines. Par exemple, moi, l'intérêt que je porte aux définitions sur l'homme et la femme, il vient d'une certaine manière de l'astrologie. Non pas que je sois inspiré par l'astrologie pour définir l'homme et la femme, mais en revanche, au niveau méthodologique, oui, il y a un noyau dur de l'homme, un noyau dur de la femme, et peu importe si par ailleurs il y a des différences, que telle femme est ceci, que tel homme est cela, peu importe, ce noyau dur, il est là, et il est observable. Donc, vous voyez bien que l'on ne s'enferme pas dans l'astrologie, on s'inscrit dans une approche globale où il s'agit de définir des concepts qui sont en prise avec des choses observables. On observe qu'il y a des hommes, on observe qu'il y a des femmes, on observe qu'il y a des gens qui font tel métier ou tel autre. Ça, c'est observable. Alors, c'est observable, et c'est observable en dépit de la diversité qui peut exister par rapport à tout ça. C'est ça le paradoxe, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est un postulat épistémologique. Nous étudions des choses qui sont observables, et quand les choses de même ordre sont observables, chez une certaine quantité de population, elles doivent correspondre à des facteurs qui sont, ou à des définitions ou des descriptions qui ont une valeur relativement universelle par rapport à ces classifications, bien entendu. Maintenant, sur le plan de l'astrologie prévisionnelle ou mondiale, est-ce qu'on peut transposer ce genre d'analyse en disant, oui, effectivement, il y a des séquences, il y a des séries d'événements qui sont bien identifiables et que l'on peut relier entre eux et que l'on peut expliquer par des phénomènes astronomiques, cosmiques, récurrents. Sans entrer dans le détail de savoir si dans tel cas il y a ceci ou ça. Je rappelle encore une fois, la contextualité, c'est intéressant dans un deuxième temps, au niveau de la pratique astrologique, mais dans un premier temps, au niveau de la théorie astrologique, au niveau de la validation de l'astrologie, on ne peut pas entrer dans la contextualité. Il faut qu'il y ait, par-delà la diversité contextuelle, il y ait des noyaux durs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là, incontestablement, de manière manifeste, même s'il y a des différences.
en dépit des différences. Alors que beaucoup d'astrologues, eux, travaillent plutôt sur tout ce qui peut différencier dès le départ. Parce qu'à mon avis, c'est une démarche totalement faussée et biaisée. Il faut partir de ce qui est radicalement spécifique à un groupe donné, à un type de situation donnée, et ne pas commencer à dire que tout de suite, oui, tel événement n'est pas le même que tel autre. Parce que, évidemment, quand on commence dans ce genre de délire de la différence, on n'a aucun problème, hein, parce que de toute façon, c'est beaucoup plus facile de montrer que les choses sont différentes que de montrer qu'elles sont semblables. Hein. Bon, on ne va pas vous faire un dessin. Donc, ça c'est plaisanterie. Et c'est une plaisanterie à laquelle beaucoup d'astrologues se prêtent sans aucun état d'âme. Et par conséquent, la grande question, c'est de savoir s'il est possible, et non seulement souhaitable, s'il est possible d'établir des typologies événementielles qui soient suffisamment reconnaissables, d'une part, parce que si c'est pas reconnaissable, on ne les voit pas, et explicables par des facteurs qui sont récurrents, parce que si ce n'est pas les mêmes facteurs, c'est pas non plus très intéressant. Donc il faut qu'il y ait à la fois de la récurrence et de la reconnaissance. La reconnaissance. Et de ce côté-là, la seule façon de travailler, c'est d'améliorer les outils, c'est-à-dire d'améliorer les concepts. C'est-à-dire, on va faire certaines formulations en disant, voilà à quoi ressemble le type d'événement qui nous intéresse, ici et maintenant, et soit cette formulation donne satisfaction, soit elle ne donne pas satisfaction. Et c'est là qu'il faut des chercheurs. Parce que si nous n'avons affaire qu'à des gens qui exécutent et qui pratiquent, eh bien, dès qu'il y a un problème théorique qui se pose parce que quelque part ça ne fonctionne pas comme on voudrait, il n'y a plus personne pour refaire, pour retravailler, pour reformuler les modèles. D'où l'importance d'ingénieurs en astrologie et pas seulement de techniciens. Parce que les techniciens, ils ont leurs limites. Ils appliquent, ça marche pas. Mais on leur dit, mais revoyez votre copie, reformulez, redéfinissez. Alors là, c'est au-dessus de leurs possibilités, de leurs compétences. Voyez-vous ? D'où l'importance de ce que j'appelle une approche vivante des choses. Il ne faut pas qu'il y ait que des gens qui vous refourguent des choses du passé. Il faut qu'ils soient capables de les repenser aujourd'hui, au vu d'un certain nombre de leçons, d'expériences qui montrent que les modèles proposés ne sont pas, dans leur formulation actuelle, satisfaisants, ou ne le sont plus, ou qu'ils ont été déformés, qu'ils ont été corrompus, qu'ils ont été perturbés, peu importe, mais il faut reprendre le problème. Qui aujourd'hui est capable donc de repenser l'astrologie mondiale, de repenser les catégories, et pas simplement d'appliquer des systèmes qui ont été élaborés il y a X décennies et se contenter de faire du bricolage avec ce qui est déjà existant. C'est ça aussi le problème. C'est le problème de la qualité de la formation des astrologues et des chercheurs en astrologie, et pas seulement des techniciens en astrologie. Les techniciens, ils ont leurs limites. Et ce sont souvent d'ailleurs ça ne demande pas les mêmes compétences, donc aucunement. Le technicien, il peut apprendre à mettre son truc en quelques heures, en quelques jours. Un chercheur, un théoricien, ça demande un autre bagage, un tout autre bagage. Donc, je veux dire par là que nous devons élaborer des modèles, des définitions, et voir si ces définitions, au moment de l'expérimentation, doivent être extrêmement rigoureuses, sinon rigides. Donc, autrement, est-ce qu'elles fonctionnent ou pas ? Quitte,
quitte à les repenser par la suite. On ne peut pas à la fois les repenser et les appliquer. Donc il faut qu'il y ait un moment donné où on fige les définitions, qu'on les mette à l'épreuve et que l'on constate que ça n'est pas suffisamment satisfaisant pour que on puisse parler de reconnaissabilité ou de récurrence. Reconnaissabilité, c'est-à-dire identifiabilité des événements, possibilité de les connecter entre eux au niveau d'une typologie, et récurrence en montrant que ce sont les mêmes facteurs astrologiques, les mêmes configurations astrologiques qui reviennent dans ces différents cas. Je parle ici d'astrologie prévisionnelle. Alors, moi-même, je dois le reconnaître, j'ai mené un très grand nombre de recherches dans ce domaine-là. J'ai retravaillé ma copie, j'ai reformulé mes définitions à maintes reprises pour arriver à des résultats qui soient plus concluants. En fait, le modèle lui-même s'est stabilisé assez rapidement, mais en revanche, l'interprétation, l'utilité de ce modèle, l'utilisation de ce modèle, elle peut avoir évolué, parfois de manière extrêmement subtile d'ailleurs. Parce que il suffit d'une formulation insuffisante, inappropriée, même si le modèle est valable, pour que ça ne fonctionne pas. Et inversement, parfois, un modèle qui n'est pas valable peut donner le change parce que sa formulation est assez heureuse et qu'elle est plus ou moins malléable, etc. Donc voyez-vous, finalement, la grande question qui se pose, c'est quand ça ne marche pas, trouver la cause. Et trouver la cause, ça veut dire réexaminer l'ensemble du dossier, reprendre un certain nombre d'hypothèses, reprendre un certain nombre d'analyses et ressortir autre chose. Et ça n'est pas non plus à la portée du premier venu. Donc on n'est pas du tout dans une astrologie figée ici, n'est-ce pas ? La tradition astrologique ne nous donne pas véritablement de données à ce sujet. Elle nous dit qu'il y a des facteurs astronomiques, ça c'est un fait. Mais quant à leur interprétation, bon, au niveau événementiel, alors là, il y a bien sûr deux écoles. Il y a l'école qui veut que tel événement correspond à telle planète et tel autre événement à une autre planète. Alors ça, ce n'est pas mon école. Mon école, c'est il y a une seule planète, mais tel événement correspond à telle phase du cycle et tel événement à telle autre phase. Donc la diversité n'est plus dans le nombre de planètes, mais la diversité est dans le nombre de cas de figure qui peuvent baliser un cycle. Et qu'on peut définir ces cas de figure, ces phases, on peut leur donner des noms X ou Y, des noms de planètes, des noms de dieux, des noms de signes zodiacaux, on peut les appeler comme on voudra. Et d'une certaine manière, le découpage zodiacal contre lequel je m'exprime, il n'empêche qu'il représente quelque chose d'intéressant, à savoir, ça veut dire qu'il y a une modulation de l'influence de la planète au cours de son parcours. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal que quelqu'un dise effectivement, et par certains côtés, paradoxalement, je préfère à la limite quelqu'un qui étudie le passage de Pluton dans les différents signes que quelqu'un qui étudie les combinatoires entre deux planètes. Ah oui. Parce que ça, quelque part, ça va dans le mur. Je ne suis pas non plus spécialement favorable à l'étude du passage d'une planète d'un signe à l'autre, mais quelque part, ça fait sens sur le plan épistémologique. C'est-à-dire, en effet, la planète, elle est là, et en tant que telle, elle n'est pas spécifique, elle est un facteur, et ce facteur va prendre des
formes différentes et successives, qu'on va pouvoir qualifier par le biais du langage astrologico-zodiacal ou astrologico-planétaire, peu importe, mais le principe est bon. Le principe est bon. Et donc on peut s'entendre, et ça c'est le rôle des colloques, on peut s'entendre sur un certain niveau de formulation, sur une certaine démarche, même si on ne s'entend pas sur d'autres aspects. Et tout l'art des organisateurs de colloques, c'est justement de trouver des points de convergence. Et ça demande aussi tout un art. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre la totalité du discours, on va dire, sur ce point-là, entre le système A, B, C, il y a un point commun qui se trouve à ce niveau-là. Ailleurs, ça n'est pas commun, mais là, ça va. Voyez-vous, trouver les axes de différence et de convergence entre les différents protagonistes dans un colloque. Encore faut-il être capable d'être suffisamment raisonnable pour dire oui, c'est vrai, il y a des convergences. Sur certains points, il y a une convergence. En dépit des différences qui peuvent exister par ailleurs, il y a une convergence au niveau méthodologique, au niveau épistémologique, à la façon dont on aborde les problèmes, dont on pose les problèmes, il y a une convergence, et c'est déjà intéressant. C'est dans cet esprit-là que je voudrais que le colloque du 16 et 17 janvier 2016 à Paris, et les colloques qui suivront au cours de l'année du premier semestre 2016, dans cet esprit-là qu'il faudrait que ça se passe. Ça se passe ça. Et le travail que je propose donc, effectivement, c'est d'arriver, là je viens de donner l'exemple, oui, moi je ne suis pas d'accord pour utiliser le zodiaque pour baliser le cycle d'une planète, mais en même temps, je trouve que c'est une bonne chose de penser que l'on puisse baliser le cycle d'une planète sans forcément le connecter avec une autre planète. Tout simplement parce que moi, j'utilise les étoiles fixes royales, et que ces étoiles fixes royales, elles vont bel et bien baliser le cycle d'une planète, de quelle qu'elle soit. Et ces étoiles fixes royales font partie de constellations, elles sont associées historiquement à des signes, à des constellations, à des symboles. Donc on est quand même dans une convergence. Et donc paradoxalement, il y a une espèce de journée des dupes. Paradoxalement, moi je me rapprocherais assez bien de ces astrologues qui aujourd'hui nous parlent du passage d'une planète d'un signe à l'autre, plutôt que de ces astrologues qui veulent combiner les planètes entre elles. Parce qu'au bout du compte, c'est la voie qui est intéressante, cette voie du cycle unique qui passe par des temps successifs. Alors il faudrait éviter par contre les redondances, les doubles emplois, faire une chose et puis une autre chose à côté, et voilà, il faut essayer d'être un petit peu strict. Enfin bon. Donc, la grande question qui se pose, effectivement, c'est comment baliser un cycle en admettant qu'il y a au moins 2 temps dans ce cycle. Ça, je crois que c'est pas trop difficile à comprendre. On ne va pas sauter sur les 12 temps zodiacaux. Ça, c'est déjà beaucoup trop. Si on était déjà capable, parce que, je suis désolé, mais les gens qui nous parlent de 12 temps zodiacaux différents, c'est gribouille. Hein, bon. Par contre, si on peut nous dire qu'il y a 2 ou 3 temps dans le cycle, c'est déjà pas mal. Alors ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Commençons déjà à être capables de définir 3 temps dans un cycle planétaire, à travers le zodiaque, ou à travers, comme je l'ai proposé, un tiers de zodiaque ou un quart de zodiaque. Hein, puisque par exemple, la théorie des 4 éléments permet de diviser le zodiaque en 3 temps, en 3 cycles. Donc c'est important de comprendre que la notion de cycle, ce n'est pas forcément le cycle des astronomes. C'est-à-dire que le cycle sidéral du retour de la planète au même point sidéral pour parler de révolution. Non. On peut très bien imaginer que la révolution sidérale au sens astronomique du terme d'un astre puisse être elle-même découpée en sous-cycles de 4 signes ou de 3 signes. Comme les 4 éléments, fait qu'au bout de 4 éléments, on reprend les 4 éléments. Donc ça fait 3 fois. Voilà.
Donc par exemple, si on prend le cycle de Jupiter, eh bien, au cours de son cycle de 12 ans, il y aura 3 temps de 4 ans, qui correspondront aux 4 éléments. Ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de Jupiter, pour beaucoup de gens, c'est que Jupiter se prête parfaitement au cycle de 12 ans, puisqu'il a lui-même 12 ans. Donc 12 ans, 12 mois, 12 signes. Mais bon, c'est autre chose. Alors, n'est-ce pas, on n'est pas obligé non plus de dire qu'un cycle, c'est la totalité d'une révolution sidérale. On ne peut pas du tout obligé. On peut diviser le cycle sidéral en 3 temps, en 4 temps. Par exemple, moi, je trouve que c'est tout à fait ça. Donc déjà, il y aurait des points communs entre les différents chercheurs si déjà on disait non, on ne prend pas le cycle dans sa globalité, on le divise. Ce qui permet d'avoir des choses beaucoup plus simples. Et là, on retrouve un peu l'école allemande de la simplification des formulations, qui, on aura remarqué dans les différents cas, est un rejet du zodiaque. Puisque le zodiaque nous oblige à avoir 12 temps qui vont subdiviser le cycle sidéral dans son ensemble, alors que si on met à la place les 4 éléments, eh bien on n'a plus besoin du zodiaque. Et si on met à la place des systèmes ternaires cardinaux fixes mutables comme font les Allemands, on n'a plus besoin non plus du zodiaque. On en a besoin d'un point de vue purement astronomique, mais on n'a plus besoin du symbolisme zodiacal. Et ça, c'est ce que Nicolas n'avait pas compris, c'est que le cycle d'un astre, et Barbeau non plus d'ailleurs, le cycle d'un astre n'est pas forcément balisé par les 12 signes, mais il peut être balisé par des systèmes de triplicité ou de quadruplicité. Ce qui simplifie beaucoup la formulation, parce qu'à ce moment-là, je n'ai plus que 3 cas de figure pour les cardinaux fixes mutables, ou 4 cas de figure pour feu, terre, air, eau. C'est beaucoup plus simple à comprendre, à penser, à transmettre que les 12 signes zodiacaux. Donc quand quelqu'un comme Jean-Yves Vespierre se fatigue à nous dire que Pluton rentre dans les 12 signes successivement, il se fatigue pour rien. Il faut entrer dans quelque chose de beaucoup plus simple, surtout dans le cas de Pluton, qui a près de 2 siècles et demi de... Alors là, c'est beaucoup plus raisonnable de diviser le cycle de Pluton en 3 cycles de 100 et quelques, de 80 ans par exemple, en 3 ou en 4, n'est-ce pas, ou de 60 ans, plutôt que de prendre un cycle de 248 ans et puis de le diviser en 12 signes. Donc il faut distinguer 2 questions différentes. D'un côté, la création de sous-cycles, mais d'autre côté, à l'intérieur de chaque sous-cycle, comment ces sous-cycles s'organisent. Ce sont 2 choses différentes, 2 problématiques différentes. Donc on est d'accord sur le fait qu'il faut créer des sous-cycles, mais une fois que le sous-cycle d'un tiers de zodiaque ou d'un quart de zodiaque est établi, reste la question de savoir ce qui se passe pendant ce cycle. Alors, moi j'ai proposé une idée assez simple, à savoir qu'il y a un temps où le processus est puissant et un temps où il est faible. Hein, c'est un problème presque de thermodynamique, en quelque sorte. C'est-à-dire, donc, il y a un temps où l'énergie astrologique, proprement dit, est prégnante, est forte, et un temps où il y a un fléchissement et il y a une vacance de cette énergie. Alors, la question donc est de savoir si on peut reconnaître des situations où le signal est fort et des situations où le signal est faible. C'est déjà une question, voyez-vous. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le signal fort? Qu'est-ce que c'est que le signal faible? Au niveau de tel cycle astro-planétaire, uniplanétaire, voilà, toutes ces questions-là n'ont pas été évidemment maîtrisées par Gauquelin. Gauquelin, il n'a pas, sur ce sujet, dit quoi que ce soit d'intéressant. Mais en revanche, il nous montre la voie avec son travail sur les typologies professionnelles, dont acte. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Donc, et je resterai sur cette question pour cette petite vidéo qui est déjà assez longue. Qu'est-ce que c'est qu'un signal fort
Et qu'est-ce que c'est qu'un signal faible? Voilà. Comment ça se manifeste?